D'accord. Voilà, donc comme je disais, oui, oui. Donc, allons-y pour le système. Oui, comment ça, on peut comprendre ça? Oui, oui. Il y a un paysan qui va nous produire des légumes. Oui. Et en fait, le problème ici, c'est que ces légumes-là doivent être vendus. Donc, le paysan ne connaît pas forcément là où est-ce qu'il va développer son marché. Oui. Du coup, il y a une coopérative qui va venir faire le suivi des produits. Il va venir plus ou moins chaque semaine ou chaque mois pour voir à quel niveau de maturité est-ce que les produits sont. Et une fois que les produits sont arrivés à pleine maturité, la coopérative va se charger en fait de trouver les clients pour le paysan. Et la coopérative va prendre les différents produits, va aller les vendre auprès des clients et va apporter gain de cause aux paysans. D'accord. Donc ici, quel problème on veut résoudre? Par exemple, s'il y a une question à poser, quel est le problème qu'on veut résoudre ici? La vente de produits vivriers. Il y a quelque chose d'autre à ajouter? Oui. La structuration du marché de vivriers. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on cherche à résoudre un problème. Il y a encore quelque chose d'autre à dire? Oui. La bonne qualité des produits. La bonne qualité des produits sur le marché. Oui. Ils peuvent opter pour les qualités, oui. La sécurité alimentaire en termes de vivriers, comment pouvoir résoudre le problème de la sécurité alimentaire par la collecte de données sur les filières de ressources. Vous voyez un peu pour l'environnement qui est présent. On peut résoudre un problème, par exemple, de sécurité alimentaire, ou bien un problème de gestion de transport des produits vivriers, ou bien un problème de difficile, tu vas manger à midi. Ça va, problème, je sais pas. Comment ça va? Non, mais peut-être pas tout. La semaine prochaine, pas tout. Nous sommes de consensus. Ah bon? Non, c'est pas. D'accord, la semaine prochaine, pas mercredi. Pas mercredi. Donc, tout ce que tu vas de jusque-là, la plupart pas les donner. Oh, c'est 5 jours, on prend notre temps. C'est 5 jours. Je vais te trouver une. Dans le télé, ça, ça, mercredi. Oui. D'accord. Merci pour l'information. Non seulement on veut manger le gwassou, il reste le gombo. Regarde, faut que tu regardes la tête. C'était juste une parenthèse. Ils sont concernés. Non, ça va. D'accord, ok, j'ai compris. Ok, la semaine prochaine. Donc, Du mercredi au dimanche. Du mercredi, vous voyez, non, donc, de là, avancer dans votre truc. D'accord, c'est compris. Donc, moi, c'est un peu pour que vous ayez vous servir. Vous êtes baladé un peu partout, non? Il y a pas longtemps, il y a des nageoires, tout ça là. Avec comme un encadreur, vous allez vous balader. N'a pas encore fait terrain. C'est bien en retard. Mais tu rattrapes la note comment? Non, 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 non. Non, là-bas, c'est pas comme tu veux mettre. Ils ont déjà fait 3 cabinets sans les travailler. Non, c'est pas. Maintenant, si tu vas cette année, l'année prochaine, tu vas partir. D'accord, merci collègue. Merci pour l'information. Est-ce que c'était juste une pause? Donc, comme on le disait, la structuration du marché, la distribution, le palais du transport, vous voyez que pour simplement cette image, il y a plusieurs problèmes qui sont décelés là. Mais, et tout ça amène à résoudre quoi? Plusieurs problèmes ont été décelés. Mais c'est pour aboutir à quoi? La vente de produits, la gestion des produits. Pour répondre au problème de sécurité alimentaire, il y a un problème de transport, il y a un problème de la vente, il y a un problème de distribution, il y a la gestion. Pour résoudre le problème, quels sont les problèmes que rencontre cette gestion des produits? On a plusieurs problèmes, c'était plusieurs problèmes. Côté transport, côté distribution, côté origine, tout bien les produits.
côté stockage, côté gestion. Pour venir régler le problème de la gestion. Quand la gestion en un seul ordre, du monde qui se vous êtes d'accord? Ici, c'est l'exemple, on a donné l'exemple d'un paysan. Mais ce n'est pas le seul paysan qui va fournir les produits vivriers. On suppose qu'il y a plusieurs paysans. Ce sont des paysans de plusieurs localités. Les coopératives. La coopérative, soit ça peut être des coopératives principales qui a des annexes, un peu peut-être dans des localités, mais qui sont chargées de jouer le pont entre le stockage de produits ou bien qu'on appelle ça, le ravitaillement de produits et puis les paysans, qu'on appelle ça, faire parvenir les produits à bon terme. Et puis aussi permettre aux marchands de pouvoir avoir accès aux produits de qualité et en étant record et à prix moindre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a le seul problème de nourriture. Les choses deviennent de plus en plus chères et on a les choses de contre-saison où vraiment on ne s'en sort vraiment pas. Alors que si les choses sont très bien structurées sur le plan marché, ils essaient de structurer ça, mais ce n'est pas encore bien implémenté. Vous voyez, mais si c'est très bien structuré, ça peut résoudre un peu de ce problème. Il y a certains, comment, marcher de, comment on appelle ça, est-ce que je peux dire, qui vendent les choses un peu, les choses un peu en gros, comme un peu au marché bourreau, pour faciliter la tâche aux gens qui sont un peu vers Cocody, Riviera. Donc, c'est pas un peu facile pour eux les marchés à proximité. Déjà, avec ces choses, sont des trucs, donc, ils s'arrangent pour ne pas avoir des manques de stock. Ce n'est pas facile, mais ça arrange pour avoir tout le temps des stocks de façon à pouvoir toujours satisfaire leurs clients. Toujours ça pour vous. C'est-à-dire que c'est des données, c'est une base de données qu'ils ont mis en place. Ce sont les différents distributeurs, ce sont les différents coopératives, avec les coopératives de travail, pour ne pas qu'ils soient en rupture de stock pour leurs différents clients. C'est bon? Donc, dans ce système, nous voyons que ce système regroupe, disons, on peut dire l'ensemble, les vivriers, l'ensemble, les paysans, l'ensemble, la coopérative, et puis l'ensemble, les acheteurs. Ce sont les marchands, j'appelle que les marchands, les vendeurs, mais les clients, en quelque sorte. Plus on peut les regrouper dans le groupe client. Et on voit que chacun a un rôle à jouer, différentes fonctionnalités. Je suis passé de maison, une maison par une maison, construction de maison. Je vais donner un autre exemple de problème encore avec le marché. C'est bon? Ça va? Ça vous ouvre déjà un peu l'esprit? Ok, on avance. Donc, selon ce système, comme on l'a dit, tout la vente de produits vivriers, les produits achetés par les producteurs, la pédagogie qui fait le suivi d'une meilleure organisation du marché. Dans un cas, on met en place une base de données et qu'on implémente un système à cette base de données, il faut avoir toujours une gestion. Donc ici, dans cette base de données, si on construit cette base de données ici, la gestion, par exemple, si on suppose un peu le ravitaillement du marché vivrier, ici, la base qu'on appelle cette gestion de base de données est faite à qui? Par la coopérative. La coopérative qui gère les stocks. Le paysan, lui, ne sait pas s'il y en a ou pas. Lui, il ne fait que produire, fait envoyer. Mais c'est la coopérative qui est censée savoir qu'il y a des manques et qu'il faut combler ces manques. Vous voyez. Donc, la coopérative est censée jouer le pont entre le paysan et les clients. Et ces différentes activités sont mises en place dans ce système. Par exemple, l'achat de l'eau par un producteur, le paysan. Quand on dit achat de l'eau, on veut dire, par exemple, son eau de terrain, le produit d'où ça vient, la vente, mais les parcelles, merci. La vente de produits à un client, quels sont les différents produits qu'on vend, si c'est les tomates, le suivi de l'évolution des stocks est géré par la coopérative. Donc, voici les trois fonctions que j'ai reliées ici, chacun par des flèches qui sont suivies. Et sachez que dans ces flèches, pour un schéma, tout simplement, vous voyez que les flèches sont juste dans un sens. Mais normalement, retenez que les flèches se trouvent dans les deux sens. Quand on va avancer, vous allez voir l'important d'avoir les flèches dans les deux sens. Et c'est ce système qui est mis en place pour le bon fonctionnement de l'organisation de ce marché d'activité qui s'appelle le système adapté à l'organisation du marché de produits. Et c'est ce qu'on appelle un système d'information. Dans ce système nous renseigne sur toutes les informations possibles qu'il faut avoir. L'information ici, c'est la gestion du marché. Vous voyez, donc le système est mis en place la bonne gestion de ce marché.
Quand on met le système en place, c'est pour une bonne gestion, c'est pour un bon fonctionnement, c'est pour une bonne organisation, c'est pour une bonne visibilité. Ça va? En un mot, le système d'information qui est organisé de ressources humaines ou matérielles et de procédures, il permet l'exécution des processus internes à une organisation via les manipulations de ces données intrinsèques. Ici, les données intrinsèques, c'est quoi? Dans le schéma que nous venons de voir. Les données intrinsèques ici. Le continent des vivriers. En ce cas, données intrinsèques encore. Paysans. Oui, les paysans sont des données intrinsèques. Oui, oui. Et puis, coopérative, on suppose que la coopérative, peut-être, il y a des annexes. La coopérative, ce sont des données intrinsèques. Vous voyez, non? Et puis, on a parlé des différentes procédures. Quelles sont les différentes procédures? C'est-à-dire les différentes fonctions qui lient. Le paysan, lui, se charge de venir livrer. La coopérative se charge de faire la suivi. Et puis, la vente, elle se charge encore de faire la vente. Vous voyez, non? Donc, la coopérative a comme deux fonctions. Non seulement le suivi, et puis encore la vente des produits. Le paysan, lui, se charge de venir livrer. Vous voyez, non? Le paysan, lui, n'achète pas. Il livre. Et les produits sont livrés par le paysan. Comme ça. Voici comment se fait dans les deux sens. Puisqu'elle dit c'est dans les deux sens. Donc, si le paysan livre, puisqu'il n'achète pas, donc les produits sont livrés par le paysan. Vous voyez, voici les deux sens. Ça va? Si je parle de la coopérative, puis du système, les vivriers, la coopérative gère le suivi des stocks. Le suivi des stocks sont gérés par la coopérative. C'est les deux sens. C'est bon? Ça va? OK. Question? Pas de questions? C'est clair? On avance? D'accord. Et ce système a pour but d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation du marché de gré, comme je l'ai dit. De même pour la construction de maisons, les emplois de la construction de maisons, ce système va chercher à la mise en place, par exemple, du bon fonctionnement de la construction d'une maison ou bien d'un milieu de haut. Ne pas qu'il y ait des failles. Pour la mise en place d'une construction, par exemple, d'un milieu. Qu'est-ce qu'il faut depuis la base, quelles sont les différentes personnes qui doivent intervenir, à quel niveau, à quelle étape, comment et autres. On doit mettre, qu'on appelle ça, couler la dalle doit couler la dalle doit se faire combien de temps? En un temps, en 2 temps. Si c'est en un temps, après, qu'on appelle ça va couler la dalle doit rester comme cela pendant combien de temps avant de venir continuer encore la construction. Ou bien si aussi on doit commander des choses pour pouvoir venir construire cette dalle-là. Quels sont les différents éléments qui doivent venir? Les faits qui sont utilisés, quel type de faits faut utiliser? Pour une maison simple, avec une maison à plusieurs niveaux, à le même type de faits. Et donc, le chef de chantier qui fait cette gestion de la bonne construction de cette maison, du bon fonctionnement de cette maison, du bon fonctionnement du travail, est censé payer au gré de tout ce qui va rentrer en ligne de compte de la construction de cette maison. Tout le matériel, c'est tout le personnel qui a mené ce travail. Il ne va pas prendre des gens qui ne savent pas faire. Il va pas donner. Bon, les caractéristiques d'un système de choses, le système est un élément fini dans le périmètre d'une frontière qui ne sépare de son environnement. Il interagit avec son environnement grâce à des flux d'informations entrantes qu'il va traiter et restituer à l'environnement sous forme de flux d'informations sortantes. Il régénère des informations qui rendent compte de son comportement à la fois au sein de l'environnement, mais aussi pour son propre compte. C'est un système qui communique. Il a besoin pour prendre des décisions de stocker et de traiter des informations. En un mot, ça veut dire que la base de données n'est pas muette. La base de données, elle parle. Et pour pouvoir la parler, il faut l'implémenter, il faut mettre un système en place qui permet d'interroger la base de données, qui permet d'enrichir la base de données, qui permet de mettre des informations dans la base de données, qui permet d'extraire des informations qui ne sont plus utiles dans la base de données, des modifications. Mais la modification que vous faites dans une base de données ne doit pas bouleverser votre système. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut savoir collecter les données, les organiser, constituer la base de données pour votre système avant de l'implémenter dans le système. Même si le logiciel est déjà là, que tout est déjà truc, mais avant d'aller le mettre dans le logiciel, il faut organiser tout. Vous êtes d'accord, avant d'aller sur qui disent pour faire les cartes et autres, vous organisez tout d'abord avant de partir. Vous savez ce dont vous avez besoin, vous juste à poser les différentes choses. Ce sont des données. Et ces données constituent une base de données. Et dans cette base de données, vous avez différentes données. Toutes les données possibles, données topographiques, données, qu'on appelle ça,
cartographie donnée, dématographie donnée, tout type de données dont vous avez besoin, de pluviométrie, de population, tout type de données que vous avez, par exemple, pour pouvoir extraire l'information d'une région donnée. Vous avez tout ça données. Ça va constituer votre base de données. Et dans le système qui est le logiciel du QGIS que vous avez à votre portée, vous saurez où partir aller prendre les différents éléments. Mais si vous n'avez pas su structurer, est-ce que vous pouvez aller interroger le système? Vous ne pouvez pas. C'est la même chose comme le système de gestion de base de données. Avant d'aller interroger, il faut pouvoir mieux structurer le tapage. Et dans la structuration, ne vous trompez pas. Parce que si c'est mal structuré, le système ne va pas vous donner la réponse recommandée. Il va vous dire, les programmeurs savent très bien ce que ça veut. Dès que les informations qui sont données ne sont pas cohérentes, automatiquement, la machine peut dire, il n'avance pas. La même chose qu'on la base de données. C'est bon? Les e-learning, tout ça. Bon. En quelque sorte, ce schéma, c'est un peu le résumé de ce qui a été dit ici. Bon, on va juste expliquer un peu l'explication de représentation schématique d'un système dans le cadre d'une entreprise. Ça, c'est dans le cadre d'une entreprise. On a le système de pilotage dans le cadre d'une entreprise. Elle consiste à quoi? Définir les missions et les objectifs. Organiser l'emploi des moyens. Contrôle de l'exécution des travaux. Assigner des objectifs à l'organisation. Analyser l'environnement et le fonctionnement interne à l'organisation. Contrôler le système opérant. Relier aux autres systèmes par des prises d'informations. On a le système de pilotage, ensuite vient le système d'information qui va consister à faire quoi? L'ensemble des ressources humaines, techniques, financières qui seront fournies, utilisées, compilées, traitées et distribuer l'information de l'organisation. Alimenter l'organisation en informations d'origine diverses. Et elle est la passerelle obligatoire pour toutes les informations de l'entreprise. Et c'est quand on prend notre système, on vibre, quelle est la passerelle obligatoire? Oui. Vous voyez un peu, tout ce qu'elle dit, vous voyez un peu son résumé, moi je ne suis pas là. C'est la coopérative et la passerelle. Le système opérant, elle, est l'ensemble des moyens humains, matériels, organisations qui exécutent les ordres du système de pilotage, assure le fonctionnement du système global, son activité est contrôlée par le système pilotage. Donc, quand on va constituer la base de données de système, vous allez vous-même voir quelles sont les différentes fonctions qui pilotent vraiment ce système, qui fait quoi, quelles sont les fonctions entrantes, quelles sont les fonctions sortantes, quels sont les résultats, quels sont tout le matériel qui doit vraiment rentrer dans le système. Les données ou les informations peuvent être des interviews. Dans le cas de, par exemple, l'entreprise, ça peut être des interviews ou bien des documents internes ou bien tout comme des documents externes pour la gestion d'une entreprise. Les types d'informations, ça peut être des informations élémentaires ou mémorisables qui ne peuvent pas être inventées, c'est important. Parce que si c'est inventé, ça vous pourra poser un piège à la longue dans la base de données. Les informations calculées sont déductives des informations qui sont élémentaires. Des traitements qui sont collectés comme les informations bien processus d'interview et d'études de documents et qui peuvent être de deux sortes, de façon automatique ou de façon manuelle. Lorsque, par exemple, vous allez partir télécharger une image et que vous allez la traiter autre, cette image que vous avez traitée là, quand vous prenez pour venir, par exemple, dans l'image traitée, vous avez téléchargé une image de végétation, par exemple. Et puis, dans cette image de végétation, vous avez voulu savoir, par exemple, en saison pluvieuse, où nous avons plus de végétation. C'est-à-dire la biomasse, par exemple. La biomasse pluvieuse, par exemple, dans le sud, on parlait dans le nord. Un exemple, par exemple. L'image traitée vous a permis de connaître dans cette information. Vous allez ajouter, vous voyez, dans votre base qui va constituer maintenant une donnée. Puisque vous avez traité au début, elle était une donnée brute. Vous l'avez traitée pour qu'elle soit une donnée maintenant manipulable. Mais elle va construire une donnée de nivellement brut par rapport à ce que vous allez vous chercher. Par exemple, vous allez vouloir, dans cette biomasse-là, vouloir extraire les zones ou bien les régions où la biomasse est très importante. Par exemple, vous avez ces données-là pour des grecs. Dans le système, vous allez toujours le système. Par exemple, de pouvoir sur la carte ou bien sur votre figure, quelles sont les zones où la biomasse est supérieure à un taux supérieur à tel nombre d'éléments. Elle va vous extraire ces différentes données. Vous voyez. Je vous dis que soit dans telle zone, voici l'activité de biomasse, il y a beaucoup plus abondante comparé
Par contre, quand tu as la carte, que tu la regardes comme cela, même l'image, peut-être tu peux. C'est vrai que ça t'aide pour dire que, par exemple, dans tes colorations, ici, il y a plus de densité de végétation que l'autre. Mais elle ne peut pas te dire, par exemple, quand tu fais du biomasse en train de faire. Mais quand tu vas le mettre dans le système, et quand tu vas interroger la carte, les informations qu'elles vont extraire, ou bien dans le logiciel que tu vas utiliser, ça va te permettre d'interroger la carte, extrêmement des zones avec une quantité de biomasse de temps. Ce sont des informations que tu reçois de tes données de ta base de données. C'est bon? Pour la conception d'un système d'information, il est important de considérer 4 niveaux d'études. Le niveau conceptuel, le niveau organisationnel, le niveau logique et le niveau physique. C'est-à-dire pour le système d'information, tout à l'heure, comme on a dit pour le marché, on a 4 niveaux. Dans un premier temps, comment concevoir, comment organiser le côté logique et le côté physique. La donnée, qu'est-ce que c'est? C'est un fait brut, impossible à interpréter tel que, exemple, le nombre zéro. Quand vous dites d'aller collecter les données, ne cherchez pas ça. Allez-y les collecter, ce sont des données brutes. L'information, c'est une donnée prenant du sens dans un complexe d'interprétation. Par exemple, un stock nu de tomates. L'information. La donnée zéro, on a zéro, mais zéro là, elle n'est pas muette, c'est quelque chose. Le zéro là, c'est quoi? Quelle est l'information qui accompagne le zéro? C'est-à-dire, pas de tomates, donner stock nul de tomates. Donc, ça fait que quand quelqu'un prend ta base de données, quand il voit devant tomate zéro, ça veut dire que pas de stockage de tomates. Voilà. Mais le zéro ne signifie pas autre chose. Ou bien le zéro n'est pas muet. Il veut dire quelque chose. Alors, ça veut dire que chaque donnée que vous donnez, elle doit être toujours suivie d'une information. Quand vous partez sur le terrain, même quand vous faites des traitements, quand vous partez sur le terrain, vous faites la collecte de données et tout ça. Les données que vous prélevez, il y a des informations à côté, peut-être qui ne sont pas utiles pour le moment, mais vous les prenez. Prenez la peine de les noter parce que vous n'aurez pas l'occasion de retourner encore sur le terrain. Prenez encore la peine de noter tout ce que vous observez. Parce que dans le traitement d'image, après le traitement d'image, dans les explications, vous allez vous en rendre compte que vous avez besoin de certaines informations que vous n'avez pas notées, vous avez trouvé peut-être pas utiles, mais qui sont maintenant utiles pour vous permettre de mieux comprendre le phénomène qui se passe. C'est bon? La connaissance, c'est une information analysée dans un contexte d'action. Exemple, un stock nul à reconstituer par l'achat de l'eau de tomates. Ça, c'est ça la connaissance qu'il faut chercher. Zéro, la donnée. L'information qui découle de ces zéros-là, c'est le stock nul de tomates. La connaissance qui doit venir de ce stock nul de tomates. Quand c'est un stock de tomates, ça veut dire qu'il faut la force. Donc, vous voyez, il faut qu'on dise la base de données est active. On peut la changer, la modifier, amener toujours des informations à l'intérieur. Ça, c'est la dimension humaine capitale dans un système d'information. Nous allons aller vers la gestion de la base de données en tant que telle. De façon intuitive, c'est un ensemble d'informations, fichiers, ainsi de suite, qui sont partagés par plusieurs utilisateurs. Et ces informations sont interrogées et mises à jour par l'intermédiaire des données. Quand on vous demande de créer une base de données, ce n'est pas pour créer une base de données pour ne pas l'exploiter. On crée la base de données pour pouvoir l'exploiter. Et quand on l'exploite, on va mettre en place un système. Le système qu'on va mettre en place, ça sera le logiciel qu'on va utiliser, ça sera une programmation qu'on va mettre en place. Et c'est tout ce système-là qu'on va créer, le système de gestion de la base de données. Pourquoi système de gestion de la base de données? Parce qu'elle va permettre de donner toutes les informations recherchées sur l'entreprise collectées dans la base. C'est ce qu'on appelle le système de gestion. C'est bon. Par définition, c'est un ensemble structuré de données qui est enregistré sur des supports accessibles par l'ordinateur pour satisfaire de façon simultanée plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire le système qu'on met en place, tout le monde doit pouvoir utiliser. Mais vous pouvez mettre qu'on appelle ça, des limites. Vous pouvez mettre des garde-fous, comme on le dit, c'est-à-dire, soit vous pouvez distribuer les informations, ils peuvent voir les informations, ils peuvent les exploiter, mais ils ne peuvent pas modifier. Ça, vous avez ce pouvoir de faire. Pour ne pas qu'ils viennent modifier des données dans ta base de données. Vous le comprenez? Ou aussi, vous pouvez leur permettre de faire des modifications, mais des modifications surveillées. C'est-à-dire qu'une modification est faite, il y a une notification qui te vient te dire quelle modification est faite. Pour que tu puisses voir la donnée qui a été ajoutée, quelle est là. Est-ce qu'on peut la mettre dans la base de données pour faire poser un problème? Donc, il faut tout le temps, en étant en train de travailler cette base de données-là, et tout le temps être de façon interactive avec l'entreprise.
que ce n'est pas dans l'entreprise que c'est ton système de base de données que tu as mis en place. Par exemple, comme celui l'a dit pour la gestion des stocks ou de jouets, il faut pouvoir vérifier chaque fois que je sois suivi pour savoir dans ce stock-là, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui s'en va, qu'est-ce qui est daté, qu'est-ce qui doit remplacer, quel fournisseur je ne dois plus m'adresser à lui parce que le produit qu'il me fournit ne sont pas de qualité, quels sont mes pertes, quels sont mes gains, tout ça. C'est bon. En un mot, la base de données, c'est un ensemble d'informations de façon exhaustive, non redondante, structurée et persistante concernant un sujet. Non redondante, c'est-à-dire quoi? Qui ne se répète pas. Donc, quand vous considérez une base de données, même tout à l'heure, on a vu dans la base de données, nous, on va considérer la base de données des paysans. On va continuer dans notre base de données, on aura la coopérative, on aura les paysans, on aura les vendeurs. Mais si on veut la base de données des paysans, on aura paysan 1, paysan 2, paysan 3, paysan 4. Mais paysan 1, paysan 2, paysan 3, paysan 4, ils ont quoi? Ils ont nom, ils ont prénom, ils ont carte nationale d'identité, ils ont des mêmes informations que les autres, que le paysan 2. On aura les mêmes informations que le paysan 3. Mais puisqu'on dit qu'il ne doit pas avoir de redondance, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir les spécifier. Ouais, non. Les spécifier soit par des numéros ou bien soit par quoi? Des identifiants. Ouais, on est en train dans le cours, on est en train de parler d'identifiants déjà. On va venir aux identifiants. Pour pouvoir les spécifier par des identifiants. Si on veut, par exemple, spécifier ces paysans par des identifiants, quel identifiant par exemple? Oui. La lettre P. La lettre P. Oui. Le plus paysan, la lettre P01. P02, ainsi de suite. Voilà. Lui, il a préféré identifiant P. P01. Comment on appelle ça? On a un autre mot code. C'est constitué code. Donc, le code du paysan 1, ça sera P01. On peut faire l'identifiant encore par quoi? Il a parlé d'identifiant, donc on peut identifier encore. Si pour quelqu'un ne prend pas le P01 comme il vient de le dire, il doit prendre notre identifiant par exemple. Comment on peut différencier deux paysans? Oui. Quoi? Non. Quel est le piège avec ce qui produit? Il peut produire la même chose. Vous voyez, il peut produire la même chose. Donc, ne prenez pas comme identifiant. L'identifiant, c'est quelque chose qui est unique à quelqu'un. C'est pourquoi on a appelé le code tout à l'heure. C'est unique à quelqu'un. Donc, ne prenez pas produit. Oui. Le lot sur lequel il fait son champ. Le lot sur lequel il fait son champ. On suppose que le lot sur lequel il fait son champ, c'est un lot qui est donné pas de façon directement, c'est les lots qui sont dans chaque personne. Non. Un lot, on suppose que c'est pour une personne donnée, attribuée, tout, avec toutes les caractéristiques. Si on suppose que c'est vraiment bien défini dans la base de données, dans une base de données où un lot peut pas être attribué à deux personnes et autres, on peut prendre le lot comme un identifiant. Il y a un autre identifiant, pourquoi on peut prendre lui? Lui, son identité, c'est quoi? Son nom. Ici, quel est le piège? Oui. Même en date de naissance, c'est possible. Même chose. Il parle de numéro matricule ou des index. On suppose que c'est des paysans, chacun son index, chacun son matricule. Donc, c'est des paysans civilisés, donc ils ont des matricules, ils ont des index. Tout comme aussi, on peut prendre ta carte nationale d'identité. Je pose cette question pour que quand vous allez créer votre système, déjà qu'on va avancer, il y a des erreurs à ne pas faire. Vous voyez, non, vous voyez qu'on ne peut pas prendre le nom, on ne peut pas prendre le prénom, on ne peut pas prendre les quantités et autres. Non. Prenez quelque chose qui est unique à la personne. Si c'est difficile de trouver, prenez juste le code. Lui, la simplifié en prenant le code. Il décide que dans sa base de données, tout ce qui est P01 concernant l'étudiant, le paysan 1. Et donc, ça suit le paysan jusqu'à la fin de la chaîne. Toute modification qui doit se faire commence là-bas jusqu'à la fin de la chaîne. Ça fait que la base de données, elle commence. C'est une machine, pas comme elle est comme une machine, c'est comme une machine. Ce que tu lui demandes à faire, il va te donner. Si ce que tu demandes est ambigu, il te dit je ne connais pas. Ou bien il ne te répond pas. Oui. Grâce au GPS, Si. Les coordonnées sont il y a une base de données. Donc, tu vas voir que le coordonné, étant ici, le coordonné que tu prends, quand tu vas faire quelques mètres, les coordonnées ne sont pas les mêmes. Il y a toujours une variation derrière qui suit. Et au début, la localisation, tout. Donc, déjà, ça, ce sont déjà des identifiants qui sont là. Que ça soit au niveau longitudinal ou au niveau latitude et autres, il y a toujours une variation. C'est bon?
l'une des conditions nécessaires dans une base de données, pour un ensemble de données non indépendantes doit être interrogeable par le contenu. Pouvoir retrouver toutes les données qui satisfont quelconque. C'est-à-dire, quand on construit une base de données, il faut pouvoir l'interroger. Une base de données n'est jamais muette. Tu construis une base de données qu'on ne peut pas l'interroger, c'est que la base de données n'existe pas, mais elle a été mal faite. Toute base de données que tu construis doit être pouvoir exploitable. C'est bon? Rôle essentiel dans une base de données, l'organisation des distributions de données, stockage sur disque, partage des données de manière simultanée autorisée. C'est-à-dire, quand on constitue la base de données, on doit pouvoir l'utiliser à tout moment. Par exemple, si on continue une base de données on appelle ça, de M1, ici, cette base de données doit pouvoir être utilisée en même temps simultanément par l'administration, au fur et à mesure, tout comme par l'administration au niveau de l'université, tout comme par quelqu'un qui a laissé, par exemple, le ministre on appelle ça, de l'enseignement supérieur veut consulter cette base de données des étudiants du CURA automatiquement, peut aussi avoir accès. Donc, de façon simultanée, on peut pouvoir exploiter cette base de données-là. Mais cette base de données va être posée sur une plateforme qui est exploitable. Donc, permet aux gens de pouvoir entrer, pouvoir on appelle ça, exploiter, visualiser, prendre des informations peut-être pour aller faire des enquêtes. Ensuite, garantir la confidentialité, c'est important. La cohérence, elle est importante. La performance, quand on crée une base de données, doit pouvoir être performante. C'est-à-dire que quand on utilise cette base de données, on doit pouvoir donner les informations aussi rapidement qu'il faut. Assurer l'indépendance entre les données et les traitements. C'est-à-dire que toutes les données que tu intègres, tu dois avoir une indépendance totale. Quand on va prendre, par exemple, le cas du paysan P01, tout ce qui va concerner le paysan P01, par exemple sa parcelle, sa quantité de production, les types de production, tout c'est pour le paysan 1. Vous voyez, non? Donc, si on doit, puisqu'on sait qu'il y a un paysan 2, si tes quantités de tomates, par exemple, mes quantités de tomates en QT1, pour dire que tout doit porter l'indice 1, en quelque sorte, dans toute la ligne concernant le paysan 1. Mais si tu ne mets pas d'indice comme cela, l'autre aussi, un autre paysan peut créer, produire quantité de tomates aussi. Vous voyez que ça crée une confusion dans la base de données. Du coup, elle ne se retrouve pas. Elle se demande, mais de qui tu parles? Vous voyez. Et puis éviter la redondance des données, comme j'ai vu à me dire, de répéter les mêmes choses, éviter dans la fonction des bases de données. Voilà, c'est tout ça qui fait la collecte de données. Des différents modèles de données dans une base de données. On a la description de l'organisation des données qui se trouve à l'intérieur de la base de données, renseigne sur les caractéristiques de chaque type de données, les relations entre les différentes données se trouvant dans la base de données. Donc, en tout cas, c'est le modèle en quelque sorte qui est là. Il y a tout un flux qui se trouve dans les flux entrants, les flux sortants, toutes les informations, tout ce qu'on a besoin, toutes les manipulations, tous les systèmes, tout, que ce soit tout ce qu'on veut dans cette base de données, avoir, elle est manipulable et modifiée. Et comme l'autre a eu à le dire, on a plusieurs modèles. On a le modèle relationnel, le modèle entité-association, et puis on a plusieurs types de modèles. Plusieurs types de modèles, souvent les programmeurs et autres, on a des très bons programmeurs, c'est des plans de données et autres. Et ici, dans ce cours, c'est le modèle entité-association qui va nous intéresser. Vous voyez qu'ici, par exemple, au niveau de cette image que nous avons, l'image de gauche, parce que ici, c'est à ma gauche, si on peut dire ces différentes images, on a différentes couches. Et ces différentes couches, on suppose que, par exemple, c'est une image, je dirais, satellitaire ou bien des fichiers de cartes, qu'on appelle ça, des images de cartes où on a superposé plusieurs, par exemple, pour avoir une information. Vous voyez que toutes les données qui vont sortir, en fonction de toutes ces différentes couches, il y a la couche habitat, couche élevage, couche végétation, couche hydrographique, couche route, couche topographique, tout ça, on va mettre ensemble. Et à la fin, tout ce qui est là constitue les données entrantes sur la carte. Voici la base de données en elle-même qui est au centre là, avec toutes les différentes couches qui sont à l'intérieur, qui représentent la couche de gauche. Et à droite, on sait toutes les données qui seront sortantes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche à la fin. Est-ce qu'on veut savoir dans l'élevage se fait par exemple dans quel type de végétation? Il faut interroger la base de données. Ça peut te dire quel type de végétation par exemple dans l'élevage. Donc c'est un peu comment le système en lui-même se présente. Et comme on le dit, le système de gestion de la base de données, c'est un logiciel. Que ce soit une programmation qui est faite, que ça soit un logiciel qui est mis en place, qui permet d'interagir dans la base de données. Et c'est ce qu'on appelle le système de gestion de base de données. Vous voyez que là, nous avons plusieurs utilisateurs. Le système de gestion qui est chargé de gérer cette base de données et tous les différents éléments qu'on a de la base de données qu'on a constitués en différents fichiers. Voilà. Le système de gestion qui est le logiciel, qui est le programmeur qui a fait ces différents programmes et autres, et puis les différents utilisateurs, c'est-à-dire
le citoyen lambda qui va exploiter tout cela. Donc, retenir en un mot, le système de gestion d'une base de données, c'est un ensemble de logiciels qui permet sa structuration, son stockage, sa mise à jour, sa maintenance et la maintenance des données. Elle permet de décrire, de modifier, d'interroger, d'administrer les données par les utilisateurs. Ça, c'est très important. L'architecture du système de gestion de la base de données, on a l'architecture donnée sur le serveur partagé entre un client, l'interface graphique sur la station de travail personnel, la communication par des protocoles standards, ça c'est dans le cadre d'une entreprise, le client et serveur communiquant par des requêtes avec des réponses. L'objectif dans un système de gestion de base de données, on a le côté indépendance physique, c'est-à-dire la façon de définir les données doit être indépendante des structures utilisées pour le stockage. On a la facilité, la représentation et la description des données. On va le voir tout à l'heure à la suite. L'indépendance logique des données, la facilité de pouvoir manipuler ces données, et puis l'aisance dans la manipulation de ces données. On a l'efficacité des accès à ces données. On a l'administration qui est centralisée, qui permet de faciliter l'évolution et la structuration de toutes ces données-là. On a la non-redondance des données. On a la cohérence et puis l'intégrité de ces données. L'intégrité, c'est-à-dire que ce sont des données fiables, des données vraiment sur lesquelles on peut se baser. C'est pour dire qu'on ne ment pas. On ne peut pas mettre de fausses informations dans une base de données. Si tu n'as pas d'informations, va les chercher. Si tu ne trouves rien, soit il faut l'extraire, il faut la mettre en suspens quelque part. Ça peut tuer l'information. C'est bon? On a le partage pour pouvoir partager les différentes données et puis la sécurité. Pour pouvoir sécuriser ta base de données de façon robuste. Pour pouvoir la sécuriser pour ne pas que n'importe qui puisse entrer dans ta base de données et faire n'importe quoi. Est-ce que je n'ai pas déjà fait une heure? Sinon, je vais passer donc arrêter mon